Voilà, nous sommes déjà en direct avec les invités sur ce plateau. Je vais donc les présenter. Le tout premier, Jean-Robert Issifoua. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la République démocratique du Congo. En effet. Je reçois également la présidente, plutôt la diététicienne générale de cette chambre, Madame Annie, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Vous revenez du Maroc, précisément à Rabat, où il y a eu un forum important qui a réuni une vingtaine de chambres de commerce de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et également du Moyen-Orient. L'initiative, comment vous l'avez trouvée, vous, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC, associée à cette rencontre des Marocains? Merci. Une initiative louable. Vous savez, maintenant, il ne faut pas quitter notre pays pour voir le nombre de forums qui s'organisent dans tous les sens. D'autres pays d'Afrique n'en sont pas du reste. Ils le font, ils s'organisent également. Et notre continent est en ébullition, comme vous le savez. Et chacun de nous, chacun des Africains cherche à voir à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour son pays et pour son continent. Le Maroc a plutôt la tradition d'organiser ce type de forum et non seulement au niveau des intellectuels, des opérateurs économiques, des acteurs sociaux, comme on appelle ici chez nous la société civile, mais aussi au niveau étatique. On connaît les ambitions des différents pays d'Afrique. Le Maroc a ses ambitions qui ne sont plus cachées au niveau, en tant que pays, son positionnement. Le Maroc a déjà une longueur d'avance sur le continent. Son positionnement en tant que pays parmi les leaderships principales. Donc il a ces ambitions-là. Et c'est plutôt très bien aussi pour le continent. Hein. La concurrence, c'est toujours une émulation et ça permet aux uns et aux autres de s'organiser pour ne pas rester le locomotive des autres. Et donc j'ai été au Maroc, pas pour la première fois. Là, c'était sur invitation de la chambre sœur du Maroc, la chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Rabat, Salé et Kénitra, qui m'a invité officiellement pour participer à ce forum économique qui avait pour thème ou pour raison la mise en place d'un réseau des régions africaines pour le développement et l'investissement. Et en marge de ce grand forum qui a réuni beaucoup de pays africains, notamment au niveau des régions, de gouverneurs et des provinces. Il y a eu beaucoup de pays africains, il y en a plus d'une vingtaine. En marge de ce forum, il y a eu la rencontre des présidents des chambres de commerce qui avaient été invités, parmi lesquels la chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC, représentée par ma personne, pour la création d'une grande fédération des chambres dont on va parler. La fédération arabo-africaine, justement, je vais revenir à vous. On sent que l'Afrique, je ne sais pas si c'est votre lecture, est en train de changer des partenaires autres que les traditionnels, notamment les Occidentaux. L'Afrique est en train de se tourner vers d'autres régions du monde. Est-ce que c'est votre regard? Je pense que l'Afrique est en train de changer le paradigme sur tous les plans. Paradigme politique,
paradigme économique, paradigme social. L'Afrique, elle réclame en quelque sorte, elle s'inspire d'un nouveau modèle de comportement, d'un nouveau modèle de développement, de gestion des affaires du pays, tant sur le plan économique, politique que social. Et pour cela, l'idée prédominante, l'idée majeure, c'est de voir d'abord au sein de notre continent, entre nous, d'où les relations sud-sud, dont on parle de plus en plus, et on regarde ailleurs après. D'abord entre nous et le reste après. Donc c'est un changement de paradigme. En fait, les pays, autant les pays que les opérateurs économiques, que les acteurs du développement, chacun dans son domaine, se sont rendus compte des limites du modèle que nous avons vécu depuis l'époque coloniale, les indépendances et jusqu'à ce jour, les limites de ce modèle. Et donc maintenant, il faut aller vers autre chose pour se développer. Et les événements du monde, l'idée que nous entrons dans un nouveau monde, nous sommes déjà dans un nouveau monde, avec la question du renouvellement de l'énergie, j'allais dire l'énergie fossile et toutes les autres énergies, la préservation de la nature par la préservation de l'écosystème d'écologie, et toutes ces activités dont on parle, de l'emploi vert, etc., amènent les gens à comprendre que les choses ne sont plus comme avant. Le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, il est devenu différent par la venue du numérique, par la venue du digital, par la venue du robotique, par la venue de NTIC. De tout cela, ça fait que nous vivons un monde assez spécial, assez particulier, qui exige le changement, qui exige le changement et qui est narratif comme qui exige un nouveau narratif. Voilà, finalement. Je reviens à vous, Monsieur Issifwa et Madame. Je prends la dernière livraison de l'actualité. Moïse Tchemala, rebonjour. Ça a évolué apparemment. Effectivement, Fabien Lumbala. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Place à l'actualité. Pénurie de carburant, le gouvernement congolais a rendu public l'arrêté ministériel portant fixation des prix des carburants terrestres dans la zone sud et ouest. Les litres d'essence reviennent désormais à 3225 dans l'ouest et 3970 dans les nord. Et puis la Cour des comptes accuse plusieurs personnalités congolais, dont Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, des détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, l'a révélé ce lundi 23 octobre. Ces derniers sont interdits de quitter les pays jusqu'à nouvel ordre. Et puis crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux de Kinshasa sollicitent les bons offices de Christophe Mbosso pour les règlements du conflit à l'APK. Les élus provinciaux de la ville ont rendu visite ce lundi 23 octobre au speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de président de l'Assemblée nationale et président du Présidium de l'Union sacrée. Ces élus sont venus lui exposer les tenants et les aboutissants de la crise qui perturbe les climats de travail au sein de l'Assemblée provinciale. Et bien à l'international, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi en Israël pour marquer les soutiens de la France. Il va rencontrer cet après-midi son homologue israélien Isaac Herzog. Mais avant son arrivée, le ministre chinois des Affaires étrangères a dit lundi à son homologue israélien que
tous les pays avaient les droits de se défendre lors du premier appel entre les hauts diplomates de deux nations depuis l'éclatement du conflit. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors Jean-Robert Issifois, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services RDC, accompagné de Madame Annie Biongo Sessawa, directrice générale de cette chambre. Je suis d'abord avec vous. Madame va prendre la parole. On revient d'abord à Rabat. Changement de paradigme, changement de narratif. Le monde bouge. La géopolitique, la géostratégie, les affaires, transition énergétique, vous avez fait allusion à ça, je résume un peu. Également, changement de partenaire, parce que le partenaire avec le monde occidental a étalé ses limites. L'Afrique est en train de se tourner vers d'autres partenaires. Mais la particularité dans ce que vous faites et vos homologues africains, maghrébins, subsahariens, c'est que vous voulez que les Africains fassent les affaires dans leur pays et soient maîtres de leurs économies et de l'entrepreneuriat. Ça accroche, Jean-Robert. C'est cela en fait. Parce que l'idée du forum économique, c'était quoi? Le forum, les promoteurs, les initiateurs de ce forum ont voulu mettre en place un cadre de concertation, un cadre de rencontre d'abord, de concertation et d'échange entre, d'une part, les officiels, ça veut dire les autorités politico-économiques, d'une part, et d'autre part, les opérateurs économiques ou opérateurs privés, les mettre ensemble pour faire la promotion du développement des régions africaines. Et cela, faire la promotion des régions africaines. On pourra entrer dans les détails, mais l'idée, c'était cela. Et cette promotion de développement et d'investissement des régions africaines devrait se faire, en leur entendement, dans un cadre, dans un esprit de partenariat et de solidarité africaine. Et de solidarité. Ça veut dire que on doit regarder les choses avec un prisme à l'africaine, en fait. On doit se savoir et se reconnaître comme étant des frères. Et ce mot-là, de frère, a été circulé quand on était dans les couloirs. Ah, bonjour mon frère, comment allez-vous mon frère? C'était vraiment convivial avec l'esprit qu'on était entre nous. Quel que soit le pays d'où on venait, on était entre nous. Et il y avait cette ambiance chaleureuse, conviviale, entre les participants, en se sachant frères les uns des autres. Donc voilà. Et l'idée aussi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience du fait que l'Afrique a des valeurs. L'Afrique a des talents. L'Afrique a de la richesse. L'Afrique rend riche les autres pays, les autres peuples, les autres continents. Il est temps maintenant pour que nous puissions nous assumer et prendre les choses en main. Et c'est pour cela que beaucoup de pays, des régions qui étaient présentes,
ont pu témoigner. Il y a eu des projections, des images, des films pour montrer les réalités de telle région, Oui. de tel pays. Ça a été le cas aussi pour la RDC. Pour notre pays, c'était presque incroyable les images que on voyait de nos chutes, de nos forêts. Donc, bref, nos vous richesses, avez c'était extraordinaire. vendu autrement le Congo à Rabat face aux différents entrepreneurs, en fait, aux différents hommes d'affaires africains et puis, voilà, arabes. Et arabes. Et donc, c'était ça l'objectif. L'idée, c'est vraiment de rassembler les régions autour d'un idéal, d'un objectif de promouvoir le développement et l'investissement entre les pays africains. Mais l'objectif, c'est de développer une diplomatie parallèle entre les régions des pays africains. Pourquoi? Mais parce que pour éviter les lourdeurs, on sait très bien comment fonctionnent les institutions étatiques lorsqu'il s'agit d'une relation bilatérale ou voire même d'un pays à un autre. C'est lourd. Et donc c'est très lourd. Oui. Et donc les organisateurs et initiateurs ont trouvé que collaborer directement entre telle région, la région de, je sais pas, de Bandundu, la région de Kasaï ou Katanga, ou au Katanga, Équateur, etc., directement avec telle région du Maroc, par exemple, de Rabat, Casablanca ou Marrakech, directement, par le biais des gouverneurs. Là, on les appelle des présidents de région. Oui. Ça va plus vite. Oui, les politiques appellent ça jumelage de telle ou telle ville. Ça va voilà. très vite que de passer par des canaux et des voies institutionnelles qui sont normales, hein, bien contrôlées, qui ont leur expérience, etc. Mais ça va plus vite lorsqu'on le fait directement de région à région. Je sens que vous avez utilisé l'euphémisme qu'on figure de là-bas, qui ont leur expérience et tout ça, pour ne pas les froisser en parlant d'une certaine lourdeur administrative, politique, et surtout quand on sait que quand elle part ou quitte les fonctions en politique, le successeur souvent par moment oublie ou fait tabula rasa. Voilà. J'aime votre souplesse. Je reviens à Madame Biyongo. Madame Annie Biyongo, notre pays, c'est une particularité. Les autres régions africaines sont en avance dans l'entrepreneuriat, les affaires et même le développement. Nous sommes en grand retard avec les guerres, avec nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas dans les affaires. Nous ne sommes pas solidaires. Nous avons même perdu les banques qui étaient les nôtres ici. Il n'y a que les étrangers qui ont les banques. Nous les aimons tous. Les étrangers, ils font les affaires chez nous. Alors, quel exemple vous allez tirer, quelles leçons vous allez tirer, par exemple, des frères marocains ou ceux d'autres pays ou du Moyen-Orient, quand chez nous, ceux qui font la loi dans les affaires, c'est plus les étrangers. J'aime bien mes amis chinois, mais ils sont très nombreux dans les affaires ici, d'autres peuples, les Libanais, les Indo-Pakistanais. Nous, on est en train même de nous rabattre dans la banlieue quinoise ou dans le Congo profond. Nous quittons même Gombe. Donc, alors, dans la possession de l'autre pays, sont voilà. là-bas. Oui. Est-ce que ça va être... quel exemple nous allons tirer pour être compétitifs? Yeah. Vraiment, là, je vous remercie parce que là, j'ai constaté vous-même, à votre niveau, vous avez essayé de présenter cette cartographie, ces tableaux-là qui représentent la RDC maintenant. Mais au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, nous voulons assez que les Congolais puissent prendre conscience, d'abord,
c'est la conscience même du Congolais. Prise de conscience. Prise de conscience. Première étape. Oui, prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, nous le voulons que nous puissions nous mettre ensemble. Parce que si vous regardez, tel que vous avez dit, l'exemple d'ailleurs, mais nous voulons qu'au niveau de la RDC, nous puissions ajouter une autre valeur. Parce que nous avons des potentialités qui restent que des potentialités. Ce ne sont pas vraiment des richesses consommées par les Congolais, c'est consommé par les autres. Et que Congolais, quel que soit son niveau, en tant qu'opérateur économique, moi je le dis toujours, nous sommes Congolais opérateurs économiques. Quel que soit notre niveau, nous sommes dans l'informel, ceux qui sont dans le formel, mais nous jouons un rôle pour développer. Mais il que, si vous sentez bien, le pourcentage qui se trouve au niveau de l'informel est trop élevé. Donc, notre souci au niveau de la Chambre, nous voulons booster notre économie en considérant ceux-là qui sont au niveau très bas de l'échelle, le faire remonter. Comment nous voulons le faire? C'est partant de la formation, bien sûr, de renforcement de capacité, le mettre à des conditions telles qu'ils pourront se dire « je suis là, on me reconnaît et que moi je fais partie de la nation ». Si vous-même, prise de conscience, travailler en synergie, exactement, et puis reconnaître chacun selon ses capacités ou sa force d'entreprendre. Yeah. Voilà. C'est vraiment ça. C'est cette force d'entreprendre-là qui est vraiment renfermée au Congolais. Et souvent, nous disons que le Congolais ne s'aime pas. Mais or, en réalité, les Congolais s'aiment. Si vous allez du côté de Tchang, vous voyez comment les mamans se cherchent pour aller avoir les légumes, même en fin fond, dans le fin fond pour prendre les légumes et venir vendre. Et ce sont ces mamans-là qui se mettent en synergie, qui vont le matin, qui quittent la maison le matin et qui reviennent vendre. Donc, il faut formaliser chaque métier. Exact. Il faut donner de la valeur à ceux qui entreprennent. C'est extrêmement important. Nous faisons d'une pierre deux coups. Je dis, vous allez réunir des personnes, des personnalités, des entrepreneurs commerciaux, des commerçants, les opérateurs économiques, nous le disons. Les commerçants congolais, au jardin des les Oliviers, commerçants justement. de tous les jours. Parce que, il faut, si vous me permettez, notre public cible, celui que nous recevrons le jeudi prochain dont vous faites l'allusion, au jardin des Oliviers. Dans nos bureaux au siège Jardin des Oliviers, c'est un public de commerçants. C'est des commerçants comme maman Annie vient de le dire, ce sont les mamans et les messieurs, les papas qui vendent, et les garçons, les filles mères, etc., qui se débrouillent, qui sont dans les marchés de Kitambo, d'Elvo, Ipen, Ngaba et toute la ville de Kinshasa. Ce sont ceux-là que nous allons recevoir. Moi, je les appelle la force vive. La force vive du pays. Force vive. Oui, c'est la force vive du pays. Elle n'est pas politique, mais force vive, économique, entrepreneuriat. Mais on a déjà vécu cela. Lorsque ces mamans-là font la rétention de leur missi et de leur chikwang et produits de consommation parce que on les a amenés à baisser, par exemple, le prix, ou que les taxes sont trop élevées, lorsqu'elles font la rétention, ça veut dire qu'elles ne vendent pas, elles font la grève. Il y a un souci. Il y a un souci majeur sur le marché. Un souci majeur sur le marché. Un souci majeur. C'est vraiment la force vive du pays. Et comme maman Annie vient de le dire, ce sont nos mamans. Nous venons de là. Ce sont nos mamans qui nous ont élevés, qui ont élevé les enfants, qui ont grandi comme nous. Qui nous ont envoyés à l'université. Qui nous ont envoyés à l'université. Pour que nous soyons des messieurs, des dames. Que nous sommes aujourd'hui. Ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos sœurs et nos frères qui sont là sur le marché. Vous avez vu la pluie d'aujourd'hui à Kinshasa. Elles sont encore là à Delvaux sous leur tente mal foutue, déjà abîmée sous le parapluie qui existe depuis 7 ans, 8 ans. Ça n'a plus d'endurance pour protéger contre la pluie. Et donc, elles sont là. Elles sont là parce que après le marché, le peu qu'elle va ramener à la maison, c'est pour faire vivre. C'est un grand hommage que vous rendez à ces héroïnes et ces héros ignorés par moments
à dessein. Ignorer injustement. De leur nombre, je cite une femme, Charlotte Kalang, ma mère, qui a vendu, lorsque mon père n'avait plus de boulot, qui a vendu les champignons, la tomate, pour m'envoyer à l'école. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu de parler d'elle, cette femme. C'est même une fierté. Voilà, pareil pour chacun de nous. Comme on dit dans d'autres cieux, chaque homme est une histoire sacrée, finalement. Chacun de nous peut raconter une histoire comme la vôtre, avec sa famille. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour toutes ces mamans et tous ces papas, toutes ces personnes que je vois vendre en cours de route, se débrouiller avec leurs affaires, qui dans un ligablo, qui dans une boutique, dans une étagère, etc. Nous qui avons eu la chance, on est parmi les privilégiés, ça il faut le dire. C'est vrai qu'il y a cette histoire de l'inégalité, enfin, un vrai problème entre sur la question de la redistribution des richesses dans notre pays. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on parlerait de la redistribution des marchés dans notre pays. Madame Annie l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Et où on voit, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit dans votre introduction, où on voit les étrangers que nous aimons beaucoup bénéficier des grands marchés et les Congolais bénéficier des promesses d'enrichissement. Nous voulons qu'il y ait une égalité entre, ou en tout cas, une bonne redistribution des marchés. Oui. Je ne parle même pas des richesses, des marchés, qui va nous mettre tous en œuvre, en concurrence, qui va nous mettre en œuvre sur le marché dans notre pays, de manière à ce que nous aussi, en ayant des marchés, nous puissions gagner de notre travail. Gagner de notre travail. C'est le fruit de notre travail. Le fruit de notre travail. Si vous regardez notre bureau, là où nous avons nos bureaux, nous sommes entourés par des immeubles à 18, à 20, 22, 25 étages. C'est bien, hein? Ça fait la transformation de la ville, ça contribue à l'économie de notre pays, ça donne du travail à certains Congolais. Ça, c'est très bien. Néanmoins, on ne trouve pas un seul Congolais dans cette affaire. Ça pose un problème. Donc, imaginez... alors qu'en Éthiopie, à Addis Abeba, dans tous les immeubles qui poussent comme des champignons, dans les banques, dans les sociétés d'assurance et autres, vous trouverez toujours qu'il y a des Éthiopiens et des Éthiopiennes comme associés ou actionnaires dans ces histoires. Mon cher frère, imaginez que chez vous, à la maison, vous logez un noko, un noko, une nièce, une tante, je ne sais pas, un neveu, et vous-même, vous avez vos enfants. Mais il se trouve que pendant des années, 5 ans, 10 ans, il n'y a que les enfants de noko, de tantes, de neveux, qui réussissent leurs études, qui sont brillants dans les écoles, et vos enfants, pas du tout. Ils ne progressent pas. Ils redoublent les études. Ça donne des soucis. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quel est ce problème-là? Et quand on est père, quand on est maman, on est mère de famille, on va se poser cette question. On se sentira interpellé. Et donc, il faut, à ce moment-là, prendre, se lever et prendre des mesures stratégiques adéquates qui permettent aux enfants de se retrouver. Je vais revenir à vous, Maman Annie Biyongo. Ils vont venir au Jardin des Oliviers jeudi. Vous allez leur dire quoi, concrètement? Rappeler les problèmes qui sont les leurs. Qu'est-ce qu'ils viendront écouter? Ils vont croiser qui exactement? Au niveau de Jardin des Oliviers, là, c'est une activité que nous le dénommons l'opportunité d'affaires. Opportunité d'affaires. Et là, ça va réunir toutes les couches. Nous aurons aussi des organisations internationales, comme les autorités diplomatiques, qui viendront être avec nous, tout en sachant que nos cibles, ce sont les opérateurs économiques
à un niveau un peu plus bas, les Voilà, premiers. les Donc commerçants. nous avons 3 niveaux. Mais pour le moment, avec cette activité, c'est vraiment notre catégorie des petits commerçants. Pour qu'ils écoutent les modèles d'ailleurs ou comment les autres pays ont pu décoller, par exemple. Oui, là aussi, ça fait partie. Parce qu'il y a déjà l'expérience que le président vient de nous amener au niveau du pays, avec cette expérience qu'il a vue à l'extérieur. Ça va nous profiter. Mais toutefois, ce que nous devons savoir, nous devons l'adapter. Ce n'est pas que quand nous écoutons ailleurs, nous le mettons directement. Nous allons essayer ensemble avec ceux-là, parce que la Chambre travaille en fonction de commissions. Il y a commission commerce, il y a des sous-commissions aussi, agro-industrie et tout. Donc ceux-là, ils vont se réunir et nous allons voir ensemble dans le jour à venir. Donc ce n'est qu'une occasion qui crée une synergie, une occasion de changer, c'est de changer aussi avec les autres, découvrir aussi ce que font les autres. Et en même temps, nous allons nous réunir après cette activité au niveau de commission pour développer d'autres stratégies. Parce que là, messieurs les journalistes, vous ne devez pas l'oublier, au niveau du pays, nous parlons de faire des millionnaires congolais. Et comment nous devons arriver ? C'est la vision du président de la République. Exactement. Voilà. Vous le dites très bien. Donc, qui vont faire des millionnaires au niveau du pays? C'est nous, Congolais, qui ont des initiatives, qui ont de l'expertise. Donc la Chambre est là pour voir comment développer des stratégies, comment faire de sorte que ceux qui sont au niveau très bas de l'échelle, sur le plan économique, puissent être élevés et pourquoi pas rejoindre les autres et pour booster l'économie de notre pays. Peut-être faire plus que les Dokolo et les Kindelo. Pourquoi pas et constituer un modèle de la société dans l'entrepreneuriat jusqu'à la réussite. Jean-Robert, vous revenez du Maroc. Effectivement, ce pays, il a aussi des échelles. Comment on peut parler des échelons, des étapes, des classes. Mais le pays a fait un bond terrible. Ce matin, j'en parlais après un briefing avec vous il y a quelques jours. Il a obtenu l'Assemblée générale des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI. Ce pays a obtenu la co-organisation de la Coupe du Monde. Ce pays a aussi obtenu l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, à ce que je sache. Mais ce pays est en train aussi de construire les tunnels. 3 tunnels en dessous pour cette année prochainement, les Européens, nous, on commencera à emprunter les tunnels. On sera reliés. Même à pied pour aller en Europe et pour venir en Afrique. Alors, les gens ne savent pas le Maroc là où il est. Alors, je trouve que vous êtes hyper motivé par l'esprit marocain. À un moment donné, vous voulez sortir de ces sentiers battus. Exact. Mais c'est cela les affaires, le monde des affaires, il faut sortir du sentier battu. Est-ce que vous me permettez que je revienne pendant 1 minute sur ce que Maman Annie a dit? Voilà, donc vous complétez. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chambre de commerce, comme d'ailleurs je venais de le dire pour le forum, c'est un cadre. C'est un cadre, c'est une plateforme. C'est un cadre de rencontre, d'échange et de concertation, d'échange d'expérience, d'échange aussi de valeurs, d'échange de compétences, d'échange d'informations, de mise en contact. Lorsque nous organisons des événements, c'est pour permettre aux gens, aux différentes personnes qui n'ont pas la possibilité de par eux-mêmes, les mamans commerçantes, les papas commerçants qui sont dans nos marchés, comme on a dit tout à l'heure, n'ont pas toujours la possibilité de rencontrer un directeur général de Equity BCBC, le directeur général de la Rebanque, l'ambassadeur de je ne sais quel pays, de la Norvège, de la Suède, de la Belgique, etc. Ils n'ont pas la possibilité de rencontrer nos institutionnels. Tel ministre, tel député, ils n'ont pas cette facilité. Et la Chambre veut se constituer comme un espace de convergence qui va permettre à ces petits commerçants, à notre public cible, de rencontrer des personnes qui demain
seront utiles pour le développement de leurs activités, d'où l'organisation de ces événements. Et d'une part, d'autre part, si nous voulons aider réellement ce public... Et c'est pendant ce temps qu'une maman qui pratique son activité commerciale peut facilement échanger avec un directeur d'equity, un directeur de la Bracongo, par exemple. Et ces personnes-là sont vraiment disposées à leur expliquer, à se mettre à leur niveau pour leur expliquer comment on fait pour ouvrir un compte, quels sont les... Est-ce que à mon niveau, je peux bénéficier d'un crédit, quelle garantie, j'ai pas de garantie à donner, et les personnes je produis qui sont là, autant de tonnes de maïs. Je n'ai que 2 hectares de maïs. Comment je fais pour... Comment, par exemple, fournir à votre société qui s'occupe d'une brasserie, comment je peux être cliente, par exemple, pour couler vite ma marchandise. Et donc, voilà, ça sert à ça. Oui. Là, il y a aussi un autre aspect. Oui. Parce que là, souvent, les Congolais aiment travailler en individuel. Oui. Mais la chambre... En solo, c'est ce que nous disons. Voilà. Oui. Maintenant, au niveau de la chambre, nous ne voulons pas que ça se passe seulement... Ça peut se faire. Hein, là, on n'exclut pas. Oui. Mais au niveau de la chambre, nous voulons que ça se passe au niveau de commission, voire même de sous-commission. Vous vous mettez ensemble par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à un projet donné, et là, vous pouvez avancer ensemble. Donc, c'est aussi... Un groupe des agriculteurs. Exactement. Chacun a 2 hectares. Si on a autant de production des maïs, on peut les livrer à la société, une société brasserie, et on obtient ce qu'on obtient comme dividende. Ça peut nous permettre de décoller ensemble, former une coopérative, par exemple. Exactement. Mais il y a aussi un autre aspect capital. Si nous regardons aujourd'hui, nous parlons des aspects humanitaires. Donc, il y a des dégâts, il y a des ceci. Nous avons besoin, par exemple, des aliments pour donner à XX provinces. Nous sommes là, au niveau de la Chambre, pour dire que qu'il y a autant de cas, par exemple, autant de sacs de maïs qui produit autant, nous pouvons le mettre ensemble et les fournir. Acheter et pourquoi pas maintenant aussi entrer dans les sinistrés, par exemple. Exactement. C'est ça la vraie solidarité. Aujourd'hui, on ne peut plus compter, compter sur l'aide extérieure. L'aide humanitaire doit provenir du pays. Et cette aide humanitaire, c'est au niveau de nos opérateurs. Par rapport à notre production locale, nous devons arriver à excéder ou à avoir un excédent de production pour faire face à certaines situations qui nous arrivent souvent dans le pays. Donc, c'est un peu ça aussi l'esprit important. Il y a quelques années, nous étions à Entebbe, au palais présidentiel. Museveni, pour une audience de 30 minutes, nous a pris 3h45 minutes. Il parlait du Congo. J'étais secoué, agréablement secoué. C'est comme si, moi je ne connaissais pas mon pays. Museveni parlait du Congo. Il était à dire, l'industrie manufacturière de son pays trouve son salut dans le nord, dans le grand nord du Congo. Donc, dans les grands Kivu. Et les touris là-bas. J'étais émerveillé. Il dit, mais vous ne savez pas ce que ça représente pour l'Ouganda. Alors, Jean-Robert, est-ce que les affaires peuvent réduire les bruits des canons? Si nous travaillons en frères et sœurs avec les voisins, est-ce que les affaires peuvent parvenir à réduire les bruits des canons? Je pense que vous avez... Là, je suis au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et des services, pas seulement RDC, mais au niveau même de la fédération lancée au Maroc, arabo-africaine. Vous avez répondu à la réponse dans votre question. Si aujourd'hui l'histoire nous montre et nous enseigne que la paix qui existe maintenant dans le pays, dans l'espace qu'on appelle l'espace européen, la communauté économique européenne, ça provient plutôt la communauté économique, la communauté européenne. Ça a commencé par là, le marché commun, la communauté économique européenne. Bien sûr. Oui. Et donc, la paix qu'ils ont aujourd'hui, c'est lié justement à cette fédération des pays. L'entente entre différents pays, l'abolition des frontières, la facilitation
de circulation des biens, services et des personnes, ça a fait que il y a eu un ressenti de part et d'autre de se dire que quand je suis en Belgique, alors que je viens de la Suisse, je suis quand même chez moi parce que je bénéficie de mêmes avantages pratiquement étant européen. Je peux même voter aux élections en France en étant un autre peuple que, j'allais dire Angleterre, mais l'Angleterre a déjà quitté l'Union européenne, en étant italien, en étant espagnol, en étant grec. On peut voter quand on est en France pour des élections françaises. Et donc, cette manière de concevoir et de voir le monde, nous, en Afrique, nous voulons nous l'approprier également. Et il ne faut pas quitter l'idée de la ZLECAf, la mise en place de la zone économique de libre-échange continentale. L'idée, c'est vraiment non seulement de faciliter la circulation des biens et services, mais également de faciliter la circulation des hommes, des individus. Vous avez vu, vous prenez le cas du Congo, nous avons aujourd'hui autour de 23-24 pays d'Afrique pour lesquels nous pouvons y aller sans visa. Sans visa, passant par le Sénégal, l'Ouganda, j'ai entendu là, Burundi, en tout cas beaucoup de pays. Nous pouvons maintenir le Kenya, la Tanzanie, nous pouvons y aller sans visa. Et donc c'est cette volonté de se sentir encore une fois frères et sœurs entre nous qui prévaut maintenant, qui prend le dessus, qui devient le ressenti de chaque Africain, et ça fait quelque chose de bien. Mais nous ne nous arrêtons pas qu'entre nous, les Africains, nous pensons que le monde est un petit village, comme on dit aujourd'hui, pas seulement au niveau du numérique et de la toile, comme on dit. Ça veut dire l'Internet, etc., qui a rendu le monde en un petit village. Mais le monde est aussi petit à cause de déplacement, de moyens, la facilité de moyens de déplacement, de moyens de communication, etc. Et d'où nous pensons maintenant aller au-delà de l'Afrique avec les pays voisins comme le Moyen-Orient. Et il faut, dans la vie, il faut savoir lire les signes du temps. Quels sont ces signes de temps? Les signes du temps aujourd'hui, c'est que au moment où nous parlons, le dernier ballon d'or, la personne qui a gagné le ballon d'or dans le premier du monde, se trouve où? Dans une ligue arabe. On est bien d'accord, Benzema. Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, l'égal un peu de Messi, se trouve là-bas. Tous les grands meilleurs joueurs aujourd'hui lorgnent du côté du Moyen-Orient. Je sens que vous êtes un peu plus proche de la Maison Blanche, Real Madrid. Est-ce que vous comprenez, vous comprenez que le paradigme a changé. Et ils sont déjà dans l'eau, dans l'après-pétrole. Ils sont dans les tourismes, ils sont dans les affaires, et surtout les affaires, ils sont dans les footballs, voilà. Parce que les sports et les affaires, ça rime. Oui, ça rime. Il y a encore quelques jours, j'étais une dizaine de jours, une quinzaine de jours, j'étais avec mes enfants au salon, on regardait la télévision, et on a vu Canal, pour une chaîne de télévision internationale, on nous a montré la Ligue des pays arabes. On était en train à un moment donné, on a oublié même qu'on suivait le match de la Ligue de pays arabes. Parce que on a retrouvé nos joueurs habituels, traditionnels que nous connaissons,
et qui dans sont la Ligue arabe, pas la Ligue arabe politique, mais non, sur le terrain de football, oui, dans les sports, de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite, en train de jouer. On n'a pas envie de changer, de zapper, parce que on a la même ambiance, la même attirance, la même. Et donc voilà. Mais sur le plan économique, sur le plan des affaires, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de lorgner là où nous pouvons faire les affaires mieux que, mieux que dans les lieux habituels. Avec, il faut choisir la capacité et l'intelligence du choix du partenaire aujourd'hui est devenu quelque chose de capital. Est devenu quelque chose de capital. Tout à l'heure, vous avez pas évoqué les avancées du Maroc sur le plan international, national et international. C'est une grande opportunité pour un homme d'affaires. Moi, je peux modestement me considérer modestement visionnaire parce que j'ai pris la route du Maroc bien avant qu'il ne soit choisi comme pays organisateur de ces 3 grands événements dont vous avez évoqué l'Assemblée annuelle de la Banque nationale, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que toutes les autres banques qui greffent autour de ces banques, l'organisation de la CAN et enfin l'organisation de la Coupe du Monde. Ça vous place dans une position quand même différente pour celui ou pour un opérateur économique qui va venir... Et ça devient la porte de l'Afrique pour le monde. 2030. La porte de l'Afrique pour le monde, 2030. 2030, c'est bientôt là. On peut être en Espagne à pied sans problème. Oui, oui. 2030, je ne sais pas, il faut une calculatrice. On est en 2023. C'est dans 6 ans. Dans 6 ans et demi. Dans 6 ans. On est en 2030. Et donc, voilà, on a 3 tunnels qui vont nous amener. Un tunnel pour les passants, pour les humains, les voyageurs, etc. Un second tunnel pour les marchandises, les véhicules, tout ce que vous pouvez imaginer. Et le 3e tunnel, c'est un tunnel de réserve qui va servir en cas de panne technique ou un problème quelconque dans un autre tunnel. Et donc, mais c'est quelque chose qui a déjà commencé. Je ne vous parle pas des 3 grands ports qui ont été construits dans ce pays. Mais je veux dire que un opérateur économique qui a déjà mis ses pieds au Maroc, qui a déjà pris des contacts, qui a son petit réseau avec les hommes d'affaires de là-bas, les institutions de là-bas, parce que, comme tous les pays, ils pensent à leur population, mais il y a aussi des avantages pour tout opérateur économique, je voulais dire, pour tout opérateur économique ou pour tout commerçant qui veut faire ses affaires au Maroc, dans telle ou telle ville, il peut bénéficier de tel ou tel avantage. Voilà. Et le fait de précéder les autres, ça vous donne quand même un avantage. Et voilà, le monde d'ici 2030, 2035 aura ce regard, ce regard rivé sur le Maroc, parce que certaines équipes, dans le cadre de la Coupe du Monde, pourront quitter, même à bord d'un véhicule, pour aller jouer en Espagne. En Espagne, au Portugal, voilà. Et vice-versa. Voilà. Le boom, ce qui justifie le boom immobilier aujourd'hui au Maroc. Quand vous êtes dans la ville de Rabat, par exemple, et que vous faites un petit déplacement vers Casablanca, sur l'autoroute qui mène à Casablanca, vous regardez de part à gauche et à droite, les villes, les quartiers qui se construisent, mais c'est la folie. Les routes, les autoroutes qui se construisent, mais tous les jours, c'est incroyable. Et c'est une ville de lumière. Autrefois, on parlait de Kinshasa, la ville, Léopoldville, ville de lumière. Rabat, aujourd'hui, c'est comme s'il y a un
surnombre c'est possible de l'électricité. Lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on se remet en cause, et puis on décide de ce qu'on doit faire, et quand, et où, et avec qui. Vous avez dit qu'il faudrait sortir de sentiers battus, de la sous-traitance, petit à petit, pour voir le monde autrement et le Congo. On termine avec vous, c'est ce qui a motivé la création de cette chambre, au-delà de chambres de commerce bilatéral, pays, Congo et tel pays, très limité. Madame, les mamans vendeuses, commerçantes, les papas et ceux qui entreprennent, un contact direct avec les grands responsables des décideurs, c'est gratis ou c'est payant? Bon, pour être membre de la Chambre? Non, pour rencontrer, pour y participer. Non, écouter là c'est gratuit. ces Là c'est gratuit. entrepreneurs, pour écouter ces responsables des banques, des sociétés. Non, là c'est gratuit. Même au niveau de la Chambre, nous avons déjà numérisé notre adhésion. Donc toute personne, tout opérateur économique là il se trouve, il peut directement entrer dans notre site et se faire enregistrer en tant que membre. Donc il y a un formulaire là-bas au niveau de notre site. Vous vous faites enregistrer. Et pour revenir à cette activité, là c'est gratuit. Mais sauf qu'on a eu à limiter. Hein. Voilà. On a eu à limiter parce que vu le nombre, à plus de 5000, nous ne pouvons pas avoir tout le monde. Peut-être prochainement, nous aurons une grande activité avec, on va élargir. Pourquoi pas prendre ceux de l'intérieur? Madame Annie a fait un travail... C'est votre dernier mot, voilà. Madame Annie a fait un travail de cheville ouvrière, un travail formidable pour faire venir les entrepreneurs, les commerçants, les petits commerçants congolais que nous aurons à recevoir le jeudi prochain. Nous avons pu, Madame Annie a pu aller à la source. C'est-à-dire? Nous avons... Bon, explique. Bon, la source, parce que s'il faut sélectionner les entrepreneurs, nous sommes allés au niveau des services de l'État communaux qui s'occupent des EPM, dans les services de l'EPMEA au niveau communal. Et à partir d'eux, ils nous ont identifiés. Ils nous ont donné la liste. Nous nous sommes réunis d'abord. Nous avons eu des échanges avec ce service de l'État. Nous avons découvert les problèmes que connaissaient ces petits commerçants. Nous avons été surpris de voir que les fonctionnaires de EPMEA sont les fonctionnaires de l'État. Ils sont sous tutelle du ministère de l'EPMEA. Non, ce ministère de l'EPMEA. Petites et moyennes entreprises que nous avons rencontré aussi la maman secrétaire générale. Mais quand on entend... et là, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les Congolais n'ont pas de conscience ou qu'ils ne s'aiment pas trop entre eux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que ces fonctionnaires ont un discours qui défend, qui prend en compte l'intérêt et les desiderata de ces mamans commerçantes et de ces papas commerçants. Avec la question de la surtaxe, toutes les difficultés qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent pour faire leurs affaires au niveau des marchés. Juste, merci Jean-Robert. Maman Annie Jean-Robert a l'avantage de bien châtier la langue de Molière et puis aussi arracher la parole. Vous terminez. Vous avez eu les listes, le répertoire de ces mamans et ces papas qui font les activités commerciales, qui entreprennent, et puis vous avez identifié leurs problèmes. Et ensemble avec les chefs de service et aussi le secrétariat général, parce qu'au niveau du secrétariat général, ils ont pour mission d'identifier tous les opérateurs économiques, que ce soit dans le formel ou informel, au niveau sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que nous allons vraiment travailler ensemble et nous sommes prêtes. Donc avec vous êtes informés de leurs problèmes, vous avez des données, tout est chiffré, c'est très important. Donc je dis aussi que l'administration congolaise marche quelque part. Oui, et eux-mêmes, ils ont aussi leurs problèmes. Ils rencontrent des obstacles pour bien faire leur travail. Non seulement en termes des conditions de travail, mais là c'est connu, mais aussi même en termes de réglementation et des facilitations qu'on doit leur donner pour que ils arrivent à performer dans leurs activités. La rencontre de jeudi prochain va nous permettre de mieux comprendre
les préoccupations réelles de petits commerçants et de voir ensemble, au-delà de l'événement de jeudi, on aura des rencontres localisées, sectorielles, on aura des rencontres sectorielles, maintenant pour monter des projets pour... monter des projets bancables. Pour savoir comment régler ces problèmes-là. On ne peut pas, comme ça, de nous-mêmes prendre des décisions ou des mesures stratégiques pour régler leurs problèmes. On a besoin de leur propre participation. Il faut qu'ils s'expriment. Est-ce qu'il est prévu au niveau de la Chambre un accompagnement? C'est ma dernière question. Un accompagnement, un coaching pour ce moment, ces papas qui entreprennent afin qu'ils soient suffisamment informés. Un coaching aussi dans la rédaction d'un projet, dans la façon de le présenter, par exemple à une banque ou à une... pour un organisme. Tout à fait. Là, au niveau de la Chambre est vraiment bien organisée en termes d'expertise parce qu'il y a... Je parlais en termes de commission. Je vous ai dit, juste après, nous entrerons dans des commissions. Et c'est au niveau de la commission que nous allons découvrir le besoin réel. Parce qu'il y a des besoins en formation et des besoins en demande de financement. Là, il faut vraiment un projet bancable. Et là, il ne le fera pas de n'importe quelle manière. Il faut qu'il soit outillé quant à ça. Annie Biyongo, merci d'être venue. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC. Vous avez été sous comment on dit, le mentorat de votre président, Jean-Robert, et 6 fois. Voilà. L'homme qui est connu pour sa verve oratoire, séduisante. Voilà. Merci. Merci à vous. Excellente journée. Rendez-vous pour nous, la presse, au Jardin des Oliviers, jeudi, vers la mi-journée, à la Gombe, à la République de la Gombe, pour pouvoir écouter comment ces échanges vont se dérouler. Nous jetons l'encre par ici, tout en vous disant merci. Les héros dans l'ombre, c'est Bouini. Son prénom est en train de m'échapper là. Mon confrère Bouini, qui était derrière toutes les caméras depuis le matin, et Jocelyn Toumba à la réalisation et Apollinaire Birindo Amanda à la prise de son. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de la semaine, excellente journée.